Donc Disney gagne de l'argent ici en créant et en monétisant des contenus et de la propriété intellectuelle à travers un écosystème intégré de parcs d'attractions, de produits dérivés, de studios de cinéma, de chaînes de télévision et de services de streaming. Quand vous entendez chaîne de télévision, vous savez que c'est la partie qui est en train de mourir présentement. OK? Après, il faut se relever avec le streaming ici. Les studios de cinéma, on en a besoin pour cette partie également. Et vous avez à peu près, parce que la façon de consommer le média a totalement changé, les parcs d'attraction vont avoir tendance à perdurer, ainsi que les produits dérivés provenant ici de la propriété intellectuelle. Donc tout ça va ensemble. Alors, ici, par exemple, est-ce que Disney a un pricing, un mode? Il est plutôt immatériel. Donc, il est plutôt fort également ici avec des éléments comme Disney, l'univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, qui alimentent toutes les autres activités et créent une connexion émotionnelle intergénérationnelle avec les consommateurs. Ensuite, vous avez quoi? Est-ce qu'ils peuvent fixer les prix? Bien sûr. Dans la Vision Experience, par exemple, a démontré une capacité exceptionnelle à augmenter régulièrement les prix des billets de séjour bien au-delà de l'inflation sans impact négatif sur la demande, tout simplement parce que si vous voulez voir, si votre enfant veut voir Minnie ou bien, je sais pas moi, comment on appelle encore ça, toutes les Marvel ou ce genre de choses, Dark Vador, vous irez dans la division expérience et vous allez dire oui, mais tu parles juste de la division expérience. Oui, mais la division expérience, c'est parce que on a bien fait on a bien managé ici la désirabilité de la marque Star Wars, même si je pense que, je ne suis pas un fanatique de tout ce qui concerne ici l'univers de... je préfère les premiers Star Wars, mais je trouve que dernièrement, c'est les différentes séries, le Mandalorien, etc., c'est du grand n'importe quoi. Et ça peut avoir un impact négatif même au niveau ici du branding de cet univers-là. Bref, ce n'est que mon avis. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas rattraper également. Et à partir de là, vous avez les différents concurrents. Comme je l'ai mentionné il y a très longtemps dans des notes d'analyse sectorielle, c'est un secteur qui va avoir tendance à consolider de manière générale. Warner Bros. Discovery, on s'apprête à découper ça en petits morceaux ici. Donc, il y a des entités comme Netflix qui sont intéressées, etc. Ça a une certaine valeur, il y a de la publicité. En fait, pour mieux évaluer ce type d'entreprise, il faut faire une somme de parts. Donc, vous avez également ici, comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a un risque de disruption? Disney a prouvé sa capacité à s'adapter en lançant avec succès Disney+, lancé en termes de nombre d'utilisateurs. Okay. Maintenant, est-ce que le revenu moyen par utilisateur est à peu près au même niveau que celui de Netflix? Ça, c'est une autre question. J'ai utilisé Disney+, et laissez-moi vous dire que l'algorithme Disney+, je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais en tout cas, à cette période-là, c'était pas du tout intéressant. Mais l'heure aujourd'hui, allez lire la note d'analyse sectorielle, ceux qui ont accès à cette note-là. J'en ai déjà parlé ici. Ce que je pense du domaine du streaming en date d'aujourd'hui. Donc, cependant, elle fait face à une concurrence intense dans le streaming et doit naviguer la transition du modèle de télévision linéaire vers le numérique. Même la télévision ici, je pense qu'ils vont avoir tendance à vendre certains éléments ici. Et donc, vous avez des entreprises comme Nexstar qui sont ici en embuscade pour pouvoir acheter cette partie-là. Bref, le secteur audiovisuel américain est très particulier. Je vous encourage à aller, regardez juste le territoire. Je vous encourage à vous y intéresser, surtout la partie qu'on appelle broadcasting, etc. Bref, à la fin, il en restera que genre 2 ou 3 ici, d'accord? Et je pense pas que ce type d'activité va avoir tendance à disparaître, d'accord? Donc, je ne parle pas spécifiquement de Disney parce que Disney, c'est un mastodonte. Il couvre énormément de secteurs de sous-industrie dans cette affaire-là. On vous dit ici, peut-être, elle pourra avoir une place dans notre watchlist. Alors, je viens ici. Pour moi, Disney, on va énormément investir. Je vais apprendre à 15 fois les cash flows opérationnels. Simple, ça reste un business qui était prévisible avant la pandémie. On a énormément investi ici. On est en plein, disons, turnaround. Ça semble bien fonctionner. On va regarder sur les dernières années si on a tendance à faire des bonnes prévisions. C'est un peu compliqué. Mais voilà, on va le prendre ici en termes de guesstimation. Je ne vais pas me casser la tête. Je ne vais même pas prendre cette partie-ci. Admettons juste qu'on revienne à peu près au même niveau que 2020. Les attentes 2025 se réalisent. Et qu'en 2026, on reste à peu près à ces niveaux-là. Ça fait 15 fois, ça fait à peu près aux alentours de $144 à l'action. $144 à l'action moins la dette nette. 144 moins la dette nette. Ici, on prend ça. 144 moins la dette nette. On a une dette nette de 20 ici. Ça fait à peu près aux alentours de 124. Donc, au prix actuel, ça serait, si l'entreprise sera correctement évaluée. Maintenant, s'il y a de la croissance provenant du streaming, etc.,
on pourrait, à partir du prix actuel, commencer à en bénéficier. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a énormément d'investissements. Donc, normalement, cette vidéo ne devait même pas durer. Donc, vous avez tous les éléments ici. Allez récupérer vos coprompts et commencer à faire vous-même vos recherches au-delà des chiffres. Moi, je viendrai ici, je mettrai 144 moins à peu près 20, ça fait à peu près $124 ici de target price pour cette compagnie. Donc, Disney, on met 124 et je mets ici la date d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.